Bonjour à vous. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais revenir sur ma précédente vidéo concernant le Kursk. Je voudrais juste préciser, vous avez vu dans le commentaire, dans le descriptif, j'apporte quelques modifications à mon récit parce que ma mémoire n'est pas dotée d'une science infuse et j'ai parfois l'oubli de certains noms, de certaines dates, et que les deux sous-marins américains, c'était bien l'USS Toledo et le Memphis, et le fameux missile en question, la fameuse torpille en question, c'était le Schwarz. Le Schwarz. Donc n'hésitez pas dans cette vidéo à aller dans le descriptif parce que j'y apporte des modifications et je vous mets le lien d'un site qui fait un peu l'état des lieux du Kursk, de sa construction, etc. Et contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo, l'USS Toledo n'a pas disparu, il est toujours en actif. Et preuve en est, c'est que le juillet dernier, il a été affecté à la flotte du Pacifique. Donc, autant dire que parfois, on peut être approximatif, donc c'est bien de rectifier la chose. Oui, c'est un gros camion américain. Je voudrais aujourd'hui revenir sur justement ce phénomène que l'on croise de plus en plus, j'avais déjà abordé dans certaines vidéos, mais force est de constater que c'est un phénomène qui s'accentue de plus en plus, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça nuit considérablement parfois au débat, à l'ouverture d'esprit, à la communication et à l'échange. Je veux parler de ces gens qui sont dans l'hyper-conviction, mais sans être capables de le développer, de l'expliquer. C'est-à-dire des gens en réalité qui prennent le pli d'idéologie parce que humanistes, droits de l'homiste, solidaires, mais dont ils prennent à bras-le-corps ces idées de façon simpliste, de façon basique, voire même de façon très infantile. C'est d'ailleurs ce genre d'individus qu'on retrouve très souvent dans des manifestations type Palestine, antiracisme, contre le fascisme, etc. Et le seul problème, c'est qu'il y a à un moment donné une prise de conscience de ces gens-là qu'en réalité, ils sont ancrés dans des idéologies qu'ils sont incapables de maîtriser, qu'ils sont incapables d'expliquer. Mais comme ce sont des gens qui, parfois, ont un sentiment un petit peu mauvais joueur, vivant parfois dans des milieux où il y a une sorte de compétitivité, de crédibilité, de réputation. Donc c'est des gens qui vont très rapidement monter au créneau, qui vont très rapidement monter sur leurs grands chevaux pour se faire valoir et éviter qu'une audience, éviter qu'une plèbe se rende compte qu'en réalité, ils ne sont pas crédibles. On a récemment M. Dupond-Moretti, par exemple, qui, lors d'un meeting entre les politiciens, où c'est une sorte de réunion professionnelle des patrons d'entreprises, etc., et vous avez des sections qui ont été faites avec des politiciens, comme d'autres personnages qui ont marqué la vie politique, économique, etc. Et Dupond-Moretti était donc invité. Et Dupond-Moretti, encore une fois de plus, s'est attaqué au fait que du sentiment d'insécurité. Alors, je vous l'avais expliqué, il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte, mais qui n'excusent pas
un phénomène en constante évolution, dont d'ailleurs des gens comme M. Moretti tentent de planquer sous le tapis. Le premier élément qu'il faut prendre en considération, c'est évidemment la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus facilement accès pour communiquer des informations aux gens, surtout avec l'Internet, surtout avec les téléphones portables, pour rendre compte d'informations qui, au final, sont des informations qui ont toujours existé dans ces 10 dernières années, dans plusieurs décennies, allez, on va dire à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les outils de communication, c'était quoi? C'était la radio, la presse, puis ensuite la télévision. Un peu le cinéma, parce que dans les années 50-60, je rappelle, le cinéma était aussi un moyen de communiquer de l'information, puisque beaucoup de Français n'avaient pas la télévision chez eux. Et puis la radio, les chaînes de radio, il n'y en avait pas 36 000. C'est vrai qu'en France, il aura fallu attendre vraiment les années 80 pour qu'il y ait quelque chose qui se développe, qui se libéralise. Les radios, la télévision. Et par la suite, dans les années 90, est arrivée la TNT, puis l'Internet derrière, ou la TNT c'est dans les années 2000. Oui, c'est dans les années 2000. Enfin bref. On a pu multiplier les outils de communication et donc, par conséquent, avoir beaucoup plus de facilité à transmettre de l'information aux gens. Et donc, par conséquent, si dans les années 80, par exemple, vous aviez un organisme de presse, un journal, pour ceux qui se rappellent, qui s'appelait Minute. Et Minute, c'était un journal qui était connu pour relater beaucoup de faits divers. Si vous prenez sur une année le journal Minute, dans les années 80, prenez une année, je crois 86, 87, faites un état des faits divers, crimes, agressions, etc., et comparez ça à aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Mais par contre, c'est le caractère qui a changé. En effet, aujourd'hui, on est plus confronté à des attitudes désinhibées, à des attitudes plus violentes, plus barbares, plus décivilisées. Et qui plus est, il y a un paramètre aujourd'hui dont on sait qu'en France, on essaie au maximum de ne pas en faire usage et de le mettre sous le tapis, c'est l'ethnicité. C'est-à-dire l'origine de la personne. Parce qu'évidemment, statistiquement en France, vous n'avez pas le droit de faire de la statistique ethnique. Contrairement aux États-Unis, comme je vous l'avais expliqué, où aux États-Unis, c'est clair, net, précis. Pour ceux qui arrivent sur cette nouvelle chaîne, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez, je vous en ai déjà parlé, mais là je vais le répéter. Quand il y a eu les BLM, souvenez-vous, les BLM avaient un slogan qui disait « La police tue ». Slogan d'ailleurs qui a été repris par les France Insoumises en France. Sauf que l'argument de dire que la police est raciste, la police tue plus d'Afro-Américains que de Blancs, en réalité était faux. Puisque les outils statistiques qu'on a aux États-Unis ont démontré que, en réalité, les Blacks étaient le plus tués par eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les Afro-Américains qui s'entretuent le plus. Ce n'est pas les Blancs qui tuent le plus de Noirs. Après, statistiquement, oui, la police, dans ses interactions, dans certaines interventions où malheureusement l'usage des armes se fait obligé, les morts par intervention de la police sont légèrement, majoritairement afro-américains. Mais, j'ai envie de dire, c'est à l'image
de la délinquance, de la criminalité. Aujourd'hui, même si la population afro-américaine représente, est là, peut-être troisième population aux États-Unis après la population d'origine hispanique, et malheureusement le plus fréquemment, le plus souvent, sujet à des affaires juridiques, des affaires policières, des enquêtes de drogue, de prostitution, de gangs, de règlements de compte, de comportements d'agression, etc. Donc pour revenir à Dupond-Moretti, Dupond-Moretti fait partie de ces gens qui défendent l'idée qu'il ne faut pas faire de l'ethnicité dans la criminalité. Tout simplement parce que ça permet comme ça d'éviter de donner du grain à moudre à ceux qui prétendent qu'il y a un lien avec l'immigration. Il y a un lien avec l'immigration. Mais là encore, c'est impossible de définir si la proportion de délits commis par des gens issus de l'immigration, français ou étrangers, est importante ou non. Parce que, encore une fois, en France, vous ne pouvez pas faire de statistiques ethniques. On peut avoir une sorte d'éventail du fait du nom et du prénom, voire même de l'origine. Ces relates à cette affaire de l'arbre en mémoire d'Halimi qui a été coupé. Les 2 personnes ont été arrêtées, et ce qui fait que vous avez des médias, dont l'AFP, qui parlent que 2 individus ont été interpellés. Ce sont des jumeaux de 19 ans, point. Alors qu'en réalité, l'information complète, ce sont 2 jeunes étudiants, non, je ne sais pas si c'est des étudiants, mais des Tunisiens. Mais évidemment, dire que c'est des Tunisiens, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Donc, je prends cet exemple de Dupond-Moretti, je prends l'exemple de la justice, de la délinquance, de l'insécurité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, vous avez des sensibilités qui, si on accentue un peu trop sur des informations concernant des crimes, des délits, etc., après la statistique va vous dire qu'il n'y a pas plus de crimes qu'il y en avait l'année dernière ou l'année d'avant. En contraire, il y a une baisse. En revanche, dans le détail, on constate que sur les agressions sont 2 fois plus importantes en l'espace de quelques années, voire même en l'espace d'1 année, je crois. Sans compter qu'évidemment, la statistique, elle se base sur quoi ? Elle se base sur du factuel. Le factuel, c'est quoi ? C'est des plaintes. Des plaintes déposées. Mais encore une fois, sur l'intégralité des gens qui peuvent se faire agresser dans une journée, c'est-à-dire en 48 heures, combien vont déposer une main courante ? Combien vont déposer plainte ? Et bien là, on n'a pas de statistiques. On a des probabilités, on a des hypothèses, mais on n'a pas de statistiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir quel est le pourcentage de gens dans l'ensemble des gens qui se sont fait agresser sur 48 heures, quelle est la moyenne des gens qui vont véritablement porter plainte et ceux qui ne vont pas porter plainte. Or, la statistique, quand elle établit les crimes et délits, elle se base sur du factuel, c'est-à-dire avec plainte, avec dossier, avec enquête, avec procédure, avec jugement. Jugement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi des gens condamnés. Vous avez des gens, malheureusement, des fois, qui ne sont pas condamnés, alors qu'on sait qu'ils sont coupables. Mais parce qu'il y a un vice de procédure, eh bien, ils sont relaxés. Donc, si vous voulez, la compilation de toutes ces données, évidemment, c'est un peu compliqué. Or, on s'adresse à un public. Dans le public, on sait qu'il y a des gens, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qui sont dans une hypersensibilité, qui sont dans une approximation,
et qui sont prêts à accepter des données qui rentrent dans le cadre de leurs idéologies et qui réfutent et vivent dans le déni du questionnement, voire du débat. Donc c'est pour ça que malheureusement, on est obligé de faire de la simplification. Et c'est cette simplification qui malheureusement occulte des données qui sont reprises par des experts, par des journalistes, par des analystes, par des auteurs, mais qui malheureusement, parce que ces gens n'iront jamais écouter, n'iront jamais lire, n'iront jamais vérifier les informations que ces personnes divulguent, la meilleure facilité pour eux, c'est de dire « bon non, mais c'est facho, c'est de l'extrême droite, c'est des racistes ». Non, il n'est pas raciste de faire un constat ethnique proportionnel par rapport à des phénomènes de société, à des phénomènes économiques, à des phénomènes sociaux. Je l'avais déjà expliqué. Aux États-Unis, vous avez beaucoup d'Américains qui n'aiment pas trop voir autant de Mexicains ou autant d'Hispaniques venir aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un État qui, majoritairement, est aujourd'hui avec une population hispanique ou d'origine hispanique. C'est-à-dire que le Nouveau-Mexique, aujourd'hui, est le premier État où la démographie met en évidence le fait qu'il y a plus aujourd'hui de gens issus de l'immigration ou d'origine hispanique, donc parlant l'espagnol, que de blancs américains anglophones. Donc évidemment, c'est « oh mon Dieu !» Mais bon, logique. Hein, je vous avais déjà expliqué tous ces endroits du sud-ouest américain, c'est quand même des endroits qui à l'origine étaient des conquêtes espagnoles. Donc c'est normal qu'il y a culturellement une prédominance hispanique dans ces États, et y compris en Californie. En Californie, vous avez une plus forte proportion de gens issus d'origine hispanique que d'origine afro-américaine. Contrairement à des États du nord-est ou du sud, où là, il y a une proportion plus importante d'afro-américains que d'hispaniques. Même si, dans les États du sud, la tendance la proportion a tendance à s'inverser. En Floride, par exemple, aujourd'hui, la Floride est un État où il y a une plus forte communauté hispanique, cubaine en particulier, que afro-américaine. Et donc, pour finir, malheureusement, ces gens qui sont des gens hyper convaincus finissent très souvent par nuire le débat. Pourquoi ? Parce qu'ils essaient de capter l'attention des autres tout en essayant de les faire culpabiliser d'avoir un intérêt ou d'avoir une curiosité sur ce que l'autre, sur ce que l'antagoniste a à proposer. Et ça, c'est un phénomène qui est très récurrent dans les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui essaient de te faire comprendre que tu n'as pas intérêt à écouter ou à suivre ou à lire ce que l'autre dit parce que lui te dit que c'est de la merde. Lui te dit c'est un facho, c'est un raciste. Alors que si tu lis les choses, il y a peut-être des choses qui suscitent la curiosité, qui suscitent l'attention, qui suscitent l'interrogation, qui suscitent le débat. Mais non, ces gens-là ne veulent pas débattre. Et c'est souvent des gens qui sont issus de l'extrême gauche, de la gauche classique. Vous avez aussi un peu des gens, des droitards aussi, qui sont un petit peu dans cet état d'esprit. Et malheureusement, le débat politique, le débat idéologique en France est complètement altéré par non seulement l'importation de problèmes géopolitiques évidemment présentés, proposés, certifiés dans un certain angle, c'est-à-dire qu'on présente l'angle
narratif simplifié, le bon, le méchant, le gentil, le démon. Et du coup, comme on sait que dans la société, on a des gens, excusez du peu, mais qui sont un peu pleutres, manquant de courage, voire même des feignasses absolus, donc c'est des gens qui vont se contenter de prendre ce qu'on leur dit, parce que pour eux, ça a une apparence humaniste, droit de l'homiste, donc c'est forcément vrai. Alors que l'instrumentalisation de l'humanisme, du sentimentalisme, c'est pas forcément vrai parce que ça sert aussi l'instrumentalisation et la propagande. Donc malheureusement, dans les événements qui vont à venir, on sera confronté à des gens qui vont défendre l'indéfendable, qui vont défendre l'approximatif. Et ces gens-là, malheureusement, ils deviennent de plus en plus agressifs. Comme je vous le dis, parce que leur crédibilité passe par l'absolue nécessité de nuire, de défoncer, de détruire le débat. Donc je vous laisse méditer sur cette question, qui est véritablement une question, qui est véritablement une interrogation aujourd'hui sur l'état d'un peuple à pouvoir jouir de libertés et de droits fondamentaux, mais altérés par des propositions, par des idéologies, par des manipulations, etc. Bon, d'ailleurs, je pense que les 2 dernières élections présidentielles ont été un très bel exemple de manipulation, c'est-à-dire qu'on a réussi à pousser les gens à voter contre et non pas pour. Oui, Emmanuel Macron a une légitimité puisque les Français l'ont élu. Non, ils l'ont élu parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Mais on aurait mis Dingo ou Mickey en face, ils auraient voté Dingo ou Mickey. Ils n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Ils ont voté contre Marine Le Pen. Ça, c'est un fait. C'est factuel. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question, voire même vos expériences, parce que c'est ce qui alimente justement le débat sur cette question, qui me paraît essentielle, et qui est déterminante pour l'avenir, parce que vous êtes en France quand même en face d'une situation où il va y avoir des enjeux, où il va falloir comprendre, il va falloir éduquer, il va falloir expliquer aux gens, parce que là, vous avez des gens qui sont en train de paniquer, parce qu'ils sont en train de dire, ouais, vous imaginez, si le Parlement vote contre Bayrou et que le budget n'est pas voté, Bayrou est liquidé, etc., la dette va s'en... Déjà, les marchés commencent un petit peu à réagir. Mais la flexibilité est toujours acquise. Tant qu'on ne baisse pas les bras, tant qu'on ne vend pas père et mère pour satisfaire l'ambition de conserver un système pour une infime minorité qu'on appelle l'élite, au détriment de la majorité qu'on appelle le peuple. À réfléchir. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bougez au pied du mien.